Bienvenue à vous, c'est Sisyphe, et aujourd'hui on va voir comment choisir une crypto à fort potentiel en 2018. Je vais un peu vous développer ma méthode d'analyse fondamentale pour les cryptos, c'est-à-dire comment je vais sélectionner, avec quels critères, les cryptos qui ont le plus de chances de m'offrir de gros retours sur investissement. Alors cette méthode, on va dire que je l'affine depuis maintenant plus d'un an et demi, et elle m'a permis de faire mes meilleurs investissements dans les altcoins en 2017. Parce que c'est bien ça qu'on va cibler, c'est les altcoins à fort potentiel. Depuis janvier dernier, on est dans une grosse tendance baissière, ça saigne un petit peu partout sur les marchés, ça va poser des CV dans les McDo, bref, c'est peut-être le moment de chercher les prochains Roblox ou Antshares, qui existent déjà, mais qui n'ont pas encore eu l'occasion de pumper comme il se doit. Pour cette vidéo, on va poser les bases. Premièrement, notre but va être de maximiser la valeur de notre portefeuille en Bitcoin, ça veut dire qu'on achète des alts uniquement pour gagner plus de BTC et on s'intéresse uniquement aux paires BTC. À aucun moment on parle d'euros ou de dollars. Tout simplement parce que pour les alts qui nous intéressent, on n'a pas de paire avec les monnaies fiat. Donc c'est pas pertinent de raisonner en euros. On évite aussi de devenir un membre de la communauté ou un bag holder parce qu'il n'y a pas de prochain Bitcoin. Le prochain Bitcoin, c'est le Bitcoin. Il est déjà là. Et ceux qui pensent que tel ou tel alt remplacera le Bitcoin un jour en raison de telle ou telle caractéristique, vous n'êtes pas dans le milieu depuis assez longtemps. Croyez-moi, on passe tous par cette phase et moi le premier j'y suis passé. Mais plus vite on réalise que le Bitcoin est là pour rester numéro 1, le mieux c'est. Deuxièmement, nos cibles vont être des alts que l'on peut catégoriser comme des micro-caps ou low-caps. Parce que c'est pas en investissant dans le top 100 de CMC que vous allez faire un x50 ou un x100. Faut aller chercher dans le top 500, voire au-delà pour trouver les vraies pépites. Troisièmement, cette vidéo répond au quoi de votre investissement. Mais n'oubliez pas un élément essentiel qui est le quand. En gros, l'analyse fondamentale répond au quoi. Donc sur la base de quels critères fondamentaux il faut investir. Et l'analyse technique doit vous donner le quand. Vous voulez acheter lors de périodes d'accumulation et non de distribution. N'achetez pas aveuglément les coins qui répondent aux critères que je vais vous donner et confirmez vos décisions avec un minimum d'analyse technique. C'est peut-être le bon projet, mais pas le bon moment. Enfin, quatrièmement, pendant toute cette vidéo, on va adopter un état d'esprit de market maker. Un market maker, c'est quoi ? C'est tout simplement un individu qui est tellement riche qu'il est capable à lui seul d'amener le marché dans la direction qu'il souhaite. Imaginez un instant que le prix des altcoins dérive uniquement de l'intérêt qu'elle suscite auprès des investisseurs. Si vous pensez comme ça, vous êtes bien naïf. En fait, la faible liquidité qu'on a autour des cryptos constitue un terrain de jeu idéal pour les market makers qui provoquent des pumps et des dumps autour de périodes d'accumulation et de distribution selon leur propre timing. Certes, c'est de la manipulation de cours, mais c'est comme ça que ça marche. Et pour que vous aussi vous soyez profitable, il faut penser comme ces market makers. Accumuler quand ils accumulent et revendre quand ils revendent. Et moi, je vais vous donner les outils qu'il faut pour y parvenir. On va pas s'attarder plus longtemps et je vais rentrer directement dans l'analyse. Quand je fais mes recherches sur un coin, je me base sur 5 piliers que je vais détailler ensuite. Tout d'abord le coin en lui-même, c'est-à-dire ses propriétés intrinsèques, purement mathématiques, comme l'offre totale, le block reward, le pre-mine, etc., qui vont nous permettre de connaître l'inflation à venir et la pression à la vente. Ensuite, je regarde tout ce qui est échange, c'est-à-dire si on peut attendre quelque chose des listings à venir. Ensuite, on parle du Block Explorer et de la Rich List pour spotter les phases d'accumulation ou de distribution. C'est comme ça qu'on va suivre la smart money du market maker. Ensuite, la communauté qui va nous permettre de voir le taux d'engagement autour du projet. Et enfin, pour finir, le développement. Où on en est sur la roadmap, est-ce que le projet est innovant, est-ce que les développeurs tiennent leurs promesses, etc., etc. Donc, premier axe de recherche, le coin. On va s'intéresser à l'offre et distinguer ce qu'on appelle la circulating supply, la total supply et la maximum supply. La circulating supply, c'est simplement la quantité de coins actuellement en circulation et qui peuvent être échangés librement via les échanges. La total supply, quant à elle, correspond à la quantité totale de coins disponibles au moment T. C'est globalement la circulating supply plus le pre-mine qui est la quantité de coins détenus par les développeurs du projet. La maximum supply, elle, compte principalement pour les coins que l'on peut miner, donc à preuve de travail, et ça correspond à la quantité totale de coins qu'on aura une fois qu'ils auront tous été minés. Parfois, les trois types de supply sont détaillés sur CMC, comme pour Stellit ici. Mais parfois, CMC donne des informations erronées, voire incomplètes. Et si vous voulez avoir les infos exactes sur les différentes supplies, je vous conseille d'aller faire un tour sur le fil Bitcoin Talk du coin en question, comme je le fais ici pour Alco. Concernant la circulating supply, il faut rechercher un low cap dont la circulating supply est comprise entre 1 million et 1 milliard d'unités. C'est le premier critère. Je m'explique. Le market maker va chercher à agir sur des coins avec une certaine lisibilité de l'order book. Il faut qu'il y ait une certaine liberté dans sa manœuvre pour pouvoir orchestrer une action de prix puissante. Le problème lorsqu'on a une circulating supply inférieure à 1 million d'unités, c'est que l'order book devient rapidement illisible. Par exemple avec Altcoin, c'est le nom de la crypto, avec une circulating supply de 123 000 unités. L'order book est complètement éparpillé et donc illisible. Et donc pour nous investisseurs, il nous est impossible de repérer une quelconque phase d'accumulation. On éjecte donc ce type de coin de notre champ de recherche. Les circulating supply de plus de 1 milliard de coins posent un autre problème, qui est celui de la congestion de l'order book vers les valeurs faibles Satoshi.
Qui dit congestion de l'order book dit pas de marge de manœuvre pour le market maker qui va devoir déployer de gros efforts pour faire bouger le cours d'à peine 1 Satoshi. Exemple ici avec Stellit avec une circulating supply de 5,6 milliards d'unités. Vous voyez la gueule de l'order book? Il faut presque 3 bitcoins pour faire passer le cours de 3 à 4 Satoshi. Et impossible de distinguer les gros ordres individuels des plus petits. Donc là aussi c'est illisible et impossible de repérer les phases d'accumulation. Donc on passe à un autre coin. La seule exception à ça c'est pour les high cap, genre Tron ou Ripple, qui ont une énorme circulating supply, mais avec le market cap tout aussi gros, qui fait que l'order book n'est pas congestionné vers le bas. Mais bon, on éjecte aussi parce que en plus d'être des shitcoins, c'est des high cap. Et on peut pas espérer un x50 ou un x100 de ces projets, n'en déplaise à la Tron Army ou au Ripple maximaliste que j'ai déjà mis en PLS. Pour la circulating supply, c'est fait. Maintenant, on va étudier le rapport entre la circulating supply et la total supply pour en déduire le pre-mine, conservé par les développeurs. Cette information est parfois compliquée à trouver et il faut soit aller chercher du côté de Bitcoin Talk, soit directement dans le white paper du coin. Mais ça, on y reviendra. Généralement, les devs ont besoin de ce pre-mine pour financer le développement ou le marketing du projet. Disons que pour ça, un pre-mine de 5 jusqu'à 10% de la total supply reste acceptable, bien que déjà 10% ça commence à faire beaucoup. Au-delà de 50%, vous pouvez passer à autre chose direct, parce que la smart money ne va pas s'intéresser à un coin si elle n'est pas sûre d'être le market maker. En effet, les gros pre-mine laissent les market makers à la merci des développeurs qui peuvent choisir de dumper leur pre-mine à tout moment. Donc on raye de notre liste les coins à gros pre-mine. La maximum supply est une donnée à prendre en compte lorsqu'on commence à étudier des coins à preuve de travail, parce qu'elle met en évidence le taux d'inflation du coin. En effet, il est important de ne pas se laisser piéger par des projets qui semblent stylés, mais qui ont une grosse inflation, induisant une pression à la baisse sur le prix à moyen terme. Dans ce cas-là, il vaut mieux attendre quelques mois avant d'acheter, parce que les block rewards sont généralement les plus élevés dans les premiers temps du projet. Et c'est donc là que la pression à la baisse est la plus forte. L'idée c'est que c'est pas parce que vous investissez au lancement du projet que vous allez avoir la meilleure entrée. Par exemple avec BitTube, qui est un projet que je trouve légitime pour plusieurs raisons, et dans lequel je crois. Sa total supply est actuellement de 87 millions de coins pour une maximum supply de 1 milliard, soit moins de 10% de celle-ci. Si j'avais décidé d'investir le 6 mars dernier, on avait une circulating supply de 11 6080 coins, une hauteur de bloc de 23 720 et un bloc reward de 464 tubes par bloc, avec un prix du tube à 2885 sats. Ça nous fait du 720 blocs par jour, fois 464, soit 334 080 tubes produits chaque jour par les blocs reward. Ça veut dire que c'est une pression à la baisse journalière de 9,638 bitcoins. Donc tous les jours, pour maintenir le prix à 2885 sats, il fallait une injection de 9,638 bitcoins dans le market cap de BitTube. Le 6 mars dernier, le market cap de BitTube était de 317 BTC. Donc à ce moment-là, les blocs reward produisaient une inflation de 3,04% par jour. C'est énorme. Même si le projet est stylé, prendre 3% d'inflation dans la gueule tous les jours, ça aide pas le prix à monter. Maintenant, admettons que j'ai attendu 6 mois de plus avant d'investir dans Tube et que j'ai acheté le 10 septembre dernier. Le 10 septembre, on avait une circulating supply de presque 88 millions de coins, une hauteur de bloc de 160 370 et un bloc reward de 435 tubes par bloc, avec le prix du tube à 988 sats. On refait tous les calculs qu'on a fait pour la situation du 6 mars et on se retrouve avec une pression à la baisse journalière de 3,09 bitcoin. Le market cap de BitTube est alors de 868 BTC, et donc on a une inflation quotidienne de 0,35%. C'est presque 10 fois moins que le 6 mars et le prix a beaucoup plus de chances de grimper à partir de là. Vous comprenez pourquoi la maximum supply est importante? Je vous engage à faire ce petit calcul d'inflation avec les données de bloc avant de vous ruer sur un projet. Il faut parfois mieux attendre quelques mois que de se faire chier dessus par les mineurs. Globalement, évitez de rentrer sur des projets qui ont encore plus d'1% d'inflation par jour. Deuxième axe de recherche, les échanges. Pour un coin, les échanges sont vachement importants. Je ne veux pas trop m'attarder sur le côté listing qui est souvent synonyme de pump. Ces événements sont anticipés dans l'action de prix des semaines à l'avance et donc il ne faut pas trop miser dessus si vous voulez mon avis. Là où c'est intéressant, c'est lorsque notre coin peut potentiellement gravir la hiérarchie des échanges et gagner progressivement en volume, en visibilité et en market cap. Par la hiérarchie des échanges, je veux dire qu'il est rare de voir une crypto atterrir directement sur Binance. En général, et si le coin a eu un lancement légitime, genre pas d'ICO qui lève des milliards, les développeurs n'ont pas trop de thunes et listent leur coin sur des échanges de merde. Si le projet a du succès, le coin va rapidement se trader dans le top 10 de l'échange en termes de volume et va susciter l'intérêt d'échanges plus gros qui vont finir par lister le coin, etc. etc. D'après mon expérience, on peut parler de 3 niveaux d'échange. Les échanges type couveuse, c'est là où les projets atterrissent en premier parce que les frais de listing sont faibles ou inexistants. Aujourd'hui, en 2018, on peut citer TradeOgre, IDEX, CryptoBridge ou encore CoinExchange en tant qu'échange couveuse. Ensuite, on a les rampes de lancement. Ce sont les échanges qui permettent de mettre en lumière votre coin. Le volume y est plus grand que sur les échanges couveuses. Et c'est généralement ici que les gens découvrent vraiment les nouvelles cryptos. Disons que ça élargit pas mal la visibilité du coin. En rampe de lancement, on peut citer HitBTC, Qcoin et surtout le royaume des shitcoins, Cryptopia.
Enfin, dernière catégorie d'échanges, les échanges leaders. Ce sont les échanges qui font rêver tous les investisseurs en microcaps. On peut y compter Bittrex, Bitfinex et surtout Binance. Un listing sur Binance, c'est le sommet de l'échelle de la visibilité pour un microcaps. Ça ouvre un potentiel de volume énorme et donc l'augmentation du market cap qui va avec. Pourquoi je vous parle de ça ? Lorsque vous souhaitez investir dans un microcaps, vous devez le faire au moment où le coin n'est listé que sur des échanges couveuses. Déjà parce que ça veut dire que le coin a une exposition minimale qui ne va aller qu'en s'améliorant, et d'autre part parce qu'un grand nombre d'investisseurs n'osent pas déposer leur bitcoin sur ce type d'échanges qui ne sont pas assez safe à leurs yeux. Tant mieux pour vous, parce que les x100, ils sont pas servis sur un plateau argenté. Et le plateau argenté, c'est Binance. Du coup, vous avez tout à gagner en mettant les mains dans ces échanges couveuses. Et si votre coin parvient à gravir cette hiérarchie des échanges jusqu'à Binance ou Bittrex, les retours sur investissement peuvent être énormes. Troisième axe de recherche, l'étude du Block Explorer. Le Block Explorer, c'est votre ticket pour suivre la smart money. C'est un outil unique aux crypto-monnaies et ça permet une transparence que l'on ne retrouve dans aucune autre catégorie d'actifs. C'est une source d'information inestimable. Et si on sait comment l'exploiter, on peut facilement prendre une longueur d'avance sur le reste du marché. Le Block Explorer est particulièrement intéressant lorsqu'il nous permet de voir la rich list du coin, c'est-à-dire les adresses qui en possèdent le plus. Par exemple ici avec Amoveo. Ce qu'on va essayer de faire avec cette rich list, c'est de spotter les phénomènes d'accumulation et de distribution. Et pour ça, on va prendre un screenshot du top 15 de la rich list. Faites ça tous les jours pendant plusieurs semaines et constatez l'évolution. Que font les gros comptes ? Est-ce qu'ils augmentent leur position petit à petit ou est-ce qu'ils vendent ? Si le top 15 des comptes de votre crypto augmente leur position au fur et à mesure et qu'en parallèle le prix est au plus bas, ça veut dire qu'on est dans une phase d'accumulation. C'est à ce moment-là que vous souhaitez acheter. Cette analyse peut donc vous aider à trouver une entrée optimale pour vos investissements. Attention toutefois, certaines adresses de la rich list peuvent représenter des wallets des échanges ou des développeurs. Dans certains cas, c'est mentionné, comme pour la rich list de Shift où on voit bien que l'adresse numéro 1 est celle de Bittrex. Il faut retirer ces adresses de notre analyse qui sera faussée sinon. Et si votre coin n'a pas de Block Explorer, c'est même pas la peine de poursuivre vos recherches. Par contre, il se peut que dans certains cas, vous ayez un Block Explorer, mais pas de rich list. Et c'est logique pour certains coins qui mettent en avant leur côté anonyme et donc sans affichage public des wallets. Ensuite, on passe à l'analyse de la communauté. La communauté, c'est un petit peu l'âme de la crypto que vous étudiez. C'est ce qui lui permet parfois de se faire lister sur de gros échanges avec les compétitions Binance ou KuCoin par exemple. Et surtout, c'est ce qui lui permet de survivre aux manipulations des market makers. Pourquoi ? Parce que la communauté, c'est un groupe d'individus qui est très investi et émotionnellement très attaché à son coin. Elle est capable de hold jusqu'à la mort. Et plus la communauté est forte, moins il y a de chances pour que le projet s'essouffle. C'est un élément très important pour toute crypto et la force de la communauté a pu se mesurer notamment lors de l'ascension de shitcoins comme Verge ou Tron. Je veux dire, indépendamment de tous les autres fondamentaux, la force de la communauté peut amener votre coin sur la lune. Alors comment on fait pour mesurer la force de la communauté ? À cela, je vais répondre par deux éléments qui sont la présence sur les réseaux sociaux et le fil Bitcoin Talk. Pour la présence sur les réseaux sociaux, vous pouvez tout simplement aller voir si le projet est bien vivant sur Twitter, Telegram, Reddit ou Discord. Les liens doivent être disponibles depuis le site de la crypto ou depuis CMC. Bien entendu, vous pouvez jeter un œil quantitatif à cette communauté en regardant le nombre de followers sur Twitter, le nombre de personnes inscrites sur le Telegram ou le Discord, ou le nombre de lecteurs sur Reddit. Ensuite, vous pouvez comparer ces chiffres à un autre projet au market cap similaire. Mais je vous conseille de vous focaliser plus sur l'aspect qualitatif de cette communauté, en lisant un peu les interactions entre les internautes, si les débats portent bien sur le développement du coin et pas seulement sur de vagues prospectives de prix par exemple. Sur Discord, il y a souvent des onglets Announcement et Général où vous pouvez voir si la communauté est bien active. Ce que vous voulez voir, c'est des gens qui proposent des idées ou leurs services pour le marketing, bref, qui veulent soutenir les développeurs du mieux qu'ils peuvent. Sur Reddit, vous pouvez juste voir la pertinence des posts qui ont le plus de votes. Si ces réseaux sociaux sont gorgés de spam ou de bots, c'est mauvais signe. Toutefois, l'élément le plus important à mon sens concernant la communauté, c'est le fil Bitcoin Talk. Bitcoin Talk, c'est un peu le point de départ de tous les projets altcoin dans le sens où c'est là où le projet s'ouvre sur l'extérieur en premier. Avant d'être sur Twitter, Discord ou Reddit, votre coin sera forcément sur Bitcoin Talk. Et si votre crypto n'a pas de fil Bitcoin Talk, passez votre chemin. Tous les projets sérieux en ont un. Tout commence à partir d'une page d'annonce que vous reconnaîtrez avec le mot Anne entre crochets, et après, tous les membres peuvent interagir avec les développeurs. Mis à part le fait que c'est là où votre coin voit le jour en premier, je trouve que le fil Bitcoin Talk est une mine d'or pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les utilisateurs de Bitcoin Talk ont généralement un bagage technique nettement supérieur à tous les autres réseaux sociaux. Du coup, les problèmes sont identifiés plus vite et les développeurs doivent y répondre rapidement. Ensuite, si le fil n'est pas modéré, les développeurs ne peuvent pas effacer les erreurs qu'ils ont faites. Le fil Bitcoin Talk peut être considéré comme un outil pour remonter le temps et pour juger l'attitude des développeurs face aux difficultés rencontrées. Alors, qu'est-ce que vous devez chercher une fois que vous êtes sur le fil Bitcoin Talk ? Vous devez d'abord identifier qui sont les devs, de quand datent les derniers posts et les dernières réponses de ces développeurs. Vous voulez voir une conversation continue, comme c'est le cas ici pour Ravencoin, parce qu'un fil Bitcoin Talk abandonné par les devs depuis plusieurs semaines
traîne, ça veut souvent dire que le projet est mort. Regardez aussi qui poste. Est-ce que ce sont à chaque fois des utilisateurs différents ou alors le fil est occupé uniquement par 3 guignols? Ensuite, même chose, allez un peu fouiner dans l'historique du fil, regardez la qualité des interactions, les problèmes soulevés, etc. Enfin, dernier pilier pour notre analyse fondamentale, et pas des moindres, le développement. Quand on analyse le développement d'une crypto, on doit se pencher sur 4 critères essentiels qui sont le white paper et la roadmap, le site web, les différents wallets et l'aspect innovation. Le white paper, c'est un aperçu de ce que va donner la crypto à son état final. Donc comment elle va fonctionner et quel but, objectif ou marché elle souhaite atteindre. Depuis l'ICO Mania de 2017, on a vu arriver des white papers de plus en plus longs et on se retrouve aujourd'hui avec des dizaines de pages de jargon technique inutile conçus pour impressionner les noobs et la ménagère. Pour l'analyse du white paper, il n'y a pas d'outil magique. Ça se fait principalement à l'expérience. À force d'en lire, vous allez commencer à repérer ceux où les développeurs ont écrit ce que le public veut lire. Globalement, ce qu'il faut rechercher, c'est la simplicité. Il faut que le projet soit unique et compréhensible par tous. Par unique, je veux dire que aujourd'hui, ça suffit plus de pondre un pavé technique avec plein de buzzwords genre masternode, privacy, atomic swap, etc. Plus ou moins toutes les nouvelles cryptos essayent d'incorporer ces caractéristiques. Unique, ça veut dire que la crypto apporte quelque chose de nouveau. Et quand il y a vraiment quelque chose de novateur, il n'y a pas besoin de noyer le poisson avec plein de formules bizarres. Pour info, le white paper du Bitcoin écrit par Satoshi Nakamoto fait seulement 9 pages. Je vais m'étaler un peu, mais regardez-moi cette merde. Dentacoin, le coin des dentistes. 35 pages de foutaise et de concepts bidons. Si vous voulez un bon exercice pour analyser les white papers, lisez d'abord celui de Dentacoin et ensuite celui du Bitcoin. Comme ça, vous aurez un exemple des deux extrêmes en termes de qualité. Ce qui est intéressant à rechercher dans le white paper aussi, c'est le pre-mine, c'est-à-dire les fonds alloués aux développeurs et ce qu'ils comptent en faire à l'avenir. Comme ça, vous pouvez estimer dans quelle mesure ils vont pouvoir dumper leur stock sur vous. Ensuite, on peut parler de la roadmap. La roadmap, c'est tout simplement les objectifs de développement de la crypto. Ce que vous voulez voir globalement, c'est que les devs arrivent sur objectif à la bonne date. S'ils ont manqué plus d'un objectif sur leur roadmap, c'est pas la peine d'insister. Passez à la prochaine crypto. Si les devs sont constants et qu'ils arrivent à chaque fois à tenir leurs engagements, c'est bon signe. La roadmap, c'est un peu comme le white paper. Il faut que les objectifs soient clairs, simples et quantifiables. Trop souvent, j'ai pu voir des roadmaps où c'était de la flûte, genre celle-ci. Putain, fuyez quand vous voyez ce genre de truc. Ce qu'on veut voir dans la roadmap, c'est des prouesses de développement. Pas du vent pour combler, genre lancement de la liste blanche, début de la pré-vente, campagne de publicité, discours dans les conférences, putain. Et il y a même certains projets qui osent mettre parution du white paper dans la roadmap. Trêve de foutaise, jetez plutôt un œil à la roadmap de BitTube. C'est simple, clair comme de l'eau de roche, et à chaque fois, les devs sont au rendez-vous. Parlons maintenant du site internet. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, toutes les cryptos sérieuses dans leur démarche ont un site internet où on peut retrouver le white paper, la roadmap et les liens vers les réseaux sociaux et le bloc Explorer. Je vous le dis direct, en 2018, une crypto qui n'a pas de site internet, c'est un no-go. Parce que même les scams et les shitcoins les plus pourris ont un site web. Tout le monde sait qu'un site tape à l'œil constitue le point central d'intérêt pour une crypto-monnaie. Il n'y a qu'à voir ceux de Dentacoin ou autres. En bref, un coin qui n'a pas de site internet, c'est un coin où les devs s'en battent les couilles d'intéressés du monde. Ces projets ne méritent pas votre attention en tant que spéculateur. Au niveau du développement, il faut aussi et surtout s'intéresser aux différentes formes de wallet. On veut que notre coin soit disponible pour la plus grosse base d'utilisateurs possible. On veut voir de la compatibilité Windows, Mac, Linux, des paper wallets, un web wallet crédible, des wallets pour Android et iOS. Et si toutes ces formes de wallets ne sont pas encore dispo, il faut au moins que ce soit prévu dans la roadmap. Car plus on a de wallets différents, plus on va pouvoir cibler une base utilisateur large. Qui dit grosse base utilisateur dit adoption, qui dit adoption dit listing sur d'autres échanges, volume et profit. Le plus important des wallets, c'est le local wallet. Il faut que celui-là soit super fonctionnel. Je veux dire, ça doit pas prendre 107 ans avant de synchroniser. Il faut que les bons montants s'affichent et que les transactions ne se perdent pas. Il faut aussi que la blockchain ne prenne pas 100 gigas à charger. Pourquoi c'est aussi important ? Souvenez-vous, vous devez adopter un état d'esprit de market maker. Et le market maker, ce qu'il va chercher à faire, c'est qu'il va accumuler le coin sur un échange, mais il va pas laisser son stock sur l'échange. Et il va bouger ses coins sur son local wallet. Donc si le wallet local n'est pas safe, le market maker ne va pas prendre le risque d'accumuler le coin. C'est aussi simple que ça. Donc, ça peut valoir le coup de jouer un petit peu avec le wallet local avant d'investir. Envoyez-vous quelques transactions pour le fun, histoire de voir si le wallet est fluide et fonctionnel. Enfin, dernier point de l'analyse, l'innovation. Trop souvent, les gens se concentrent sur cet aspect du coin avant tout, en oubliant tout ce qui est inflation et tout ce qu'on a décrit avant. Néanmoins, c'est bien cette rubrique qui permet de faire la différence entre un x10 et un x100. En fait, là encore, il faut garder l'état d'esprit du market maker en travaillant sur l'innovation perçue et non pas l'innovation au sens strict. Ça veut dire que vous allez chercher le coin qui va être considéré par les masses comme le prochain Bitcoin. Il ne faut pas forcément un coin plus rapide, plus décentralisé ou avec plus de fonctionnalités. Tout ça, c'est des gadgets. Il faut juste un coin avec une bonne communauté
et qui essaye de réinventer la roue. C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter des caractéristiques à un protocole déjà existant, le coin part de zéro en tentant un truc nouveau. Exemple, Reblox, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Nano. C'est un coin qui est passé de 10 centimes à 34 $ entre novembre et décembre 2017. Ça fait du x300 en 3 mois. Est-ce que Reblox était plus rapide que les autres? Non. D'autres projets comme Steam passaient déjà bien plus de transactions par seconde que Reblox. Est-ce que le projet était bien décentralisé? Non. On avait une équipe de quelques développeurs connus du grand public qui menait le projet. Est-ce que Reblox avait des fonctionnalités différentes des autres coins? Non. Pas même des smart contracts, d'atomic swap ou que sais-je. Par contre, Reblox réinventait la roue en partant d'une structure type DAG et de blocs lattice. Et réinventer la roue sans pour autant être plus efficace, ça peut vous amener très loin. Parce que l'innovation perçue auprès des masses sera majeure. Et ça a fait pareil pour IOTA avec le Tangle, Monero pour l'aspect privé, Ethereum pour les smart contracts, Dash pour les masternodes et BitShares pour la preuve d'enjeu déléguée. Ce qu'il faut, c'est trouver le prochain masternode, c'est-à-dire le prochain buzzword qui fera mouiller la plèbe. Demain, ce sera peut-être les stablecoins ou j'en sais rien. Bref, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Et si votre coin a atteint un niveau, ne serait-ce que de BitShares ou de Nano, croyez-moi, ça peut vous changer la vie. Voilà, on a plus ou moins dégrossi ma méthode d'analyse fondamentale pour trouver des coins à fort potentiel. Si vous avez d'autres questions sur l'analyse fondamentale ou que vous avez d'autres critères perso que vous utilisez pour vos investissements, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On parlera peut-être plus tard du timing d'investissement avec quelques introductions à l'analyse technique, mais vu la gueule de la tendance actuelle, faut pas être un génie pour comprendre que ce sera bientôt l'heure d'accumuler à nouveau. On se dit à la prochaine, en attendant prenez soin de votre portfolio, c'était Sisyphe, ciao.